France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, ça y est, le week-end étant terminé, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Qui plus est, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, eh bien écoutez, bonnes vacances. C'est parti pour votre LGF, l'émission qui vous ressemble, mais aussi qui vous rassemble avec un retour aujourd'hui, celui de Maïssa Leroy. Comment va-t-elle? Oui, bonjour, ça va très bien et toi? Ça fait longtemps, Maïssa. Eh oui, ça fait très longtemps. Bon, en tout cas, je suis ravi de te revoir. Oui, moi pareil. Bon, jusque 18h sur France Maghreb 2, C'est ça. avec plein de choses à évoquer aujourd'hui. Ouais. Et tu n'as, je suppose en tout cas, rien perdu de ton verbe. Non. De tes avis tranchés, tranchants. Non, tranchant, oui, toujours. Alors justement, de ton avis tranché, quel en sera le sujet? Il va porter sur un tweet d'une certaine dame qui s'est permise une phrase qui est juste inadmissible aujourd'hui. Et dont je vais parler tout à l'heure à propos de Rokia Diallo. Je suis juste choquée en fait. Ouais. Et bien on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Un petit coup de cœur, je suppose. Oui. Ah, très bien. Un petit groupe de musique. Ah, bien, ouais. Bien, très bien. On en reparlera donc tout à l'heure. C'est parti pour votre LGF, messieurs dames, 01 40 33 9000 avec un rendez-vous que t'as peut-être pas enfin, tu connais peut-être pas encore puisqu'il vient de démarrer la semaine dernière, ça s'appelle DLM. C'est une rubrique humoristique. On tente de déradicaliser les médias au travers de propos, de sorties islamophobes, racistes, bon, ça. Il y a du travail en plus, hein. Ah oui, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment purement de l'humour. Ouais. Hein, et on essaie quand même pour retrouver j'allais dire retrouver un certain vivre ensemble, ouais. De déradicaliser tout cela. Et le gagnant en titre, hein, c'est Mohamed Sifawi, Chir Sifawi, qui sera affronté aujourd'hui à Céline Pina. Ça sera à vous donc de décider à qui il faudra prescrire une ordonnance d'urgence, à qui il faudra peut-être mise une quarantaine de 24 heures supplémentaires. Mohamed Sifawi a affronté donc à Céline Pina tout à l'heure sur France Maghreb 2. Juste avant, évidemment, et juste auparavant, le zapping et les quelques sujets. Donc voici le sommaire pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum et pour ce lundi, promettant des révélations sur les associations musulmanes, sur l'islamisation de la France, un journaliste israélien, Bernard de la Villardière, israélien, a sorti un reportage qui montre une réalité beaucoup moins anxiogène que l'on le laisse penser. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la Palestine et du mouvement BDS qui, vous le savez, appelle aux sanctions contre Israël et nommé pour le prix Nobel de la paix 2018. Et puis nous parlerons aussi de la deuxième prise de parole de l'épouse de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui, vous le savez, a été hospitalisé depuis vendredi soir. La question LGF, Yémen, une guerre oubliée en France. Pourtant, sa responsabilité est lourde dans ce conflit sanglant via la vente d'armes réalisée à la coalition saoudienne. La France est-elle complice selon vous? C'est la question à laquelle vous répondez, que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, une bonne dose de libertad. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Maïssa Leroy et vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000. Je vous rappelle cette information qui vient de tomber, dont on attend, cela dit, plus de détails concernant une expertise médicale qui déclare que l'état de santé de Tariq Ramadan serait compatible avec une incarcération. Ce qui est assez étrange puisqu'on rappelle quand même que selon l'épouse de Tariq Ramadan, le médecin de Fleury-Mérogis, la prison dans laquelle il est incarcéré, déclare que son état est incompatible avec une incarcération. Tariq Ramadan qui a été d'ailleurs transporté à l'hôpital ce vendredi soir, il est atteint de 2 maladies graves qui nécessitent un traitement. Et donc voilà, pour les informations peut-être à suivre. Donc concernant cette affaire qui quand même pose bien des questions. Très étrange. Alors, avant de parler de la question du jour, on va parler du Yémen et de l'implication, de la complicité de la France. Pourquoi? Pas parce que la France vend des armes à la coalition qui mène la guerre au Yémen contre les Yéménites, à savoir les Saoudiens. Est-ce que selon vous la France est complice? Vous répondez dans un instant 01 40 33 9000 par le biais aussi du Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Pour répondre à cette question donc, le zapping, ma chère Maïssa et auditrice auditeur. On va commencer donc avec le coup de gueule du sénateur maire Jean-Claude Gaudin contre l'équipe du 20h de France 2. Écoutez plutôt. Mais cette bonhomie du maire LR de Marseille disparaît immédiatement quand on aborde le sujet qui fâche. Allez, venez en voiture avec moi. Monsieur le maire, qui pourrait succéder à la mairie de Marseille? Merde. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Et vous venez de Paris pour ça?
Alors que nous fêtons les traditions. Allez, allez. J'ai encore 2 ans. Venez. C'est pourtant lui qui a ouvert sa succession il y a 3 semaines lors de la cérémonie des vœux à la presse. En 2020, je ne me représenterai pas. Et sur le Vieux-Port, plusieurs noms circulent déjà. Renaud Muselier, le président LR de la région. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau député. Les sénateurs marseillais FN et PS. Mais un homme aurait sa préférence, le ministre macroniste Christophe Castaner, ancienne tête de liste au régional en PACA. L'intéressé dément à demi-mot. Voilà, Jean-Claude Gaudin, quelque peu énervé lorsqu'on lui parle de sa succession. Bah oui, ce sont des gens qui sont au pouvoir depuis un certain temps. Trop longtemps, hein. C'est de la monarchie là. C'est plus. Bon, en tout cas, Gaudin, on sait qu'il a pas la langue dans sa poche, hein, l'ami Gaudin. Maire de Marseille, effectivement, pendant encore 2 ans. Séquence émotion maintenant dans ce zapping, messieurs dames, dans les moments qu'il ne fallait pas rater ou pas d'ailleurs à la télévision durant ce week-end. Ça tombe bien, Maïssa l'a pas, donc c'est séance de rattrapage la télévision. C'est ça. Séquence émotion donc, c'était samedi soir dans On n'est pas couché, l'invité Grand Corps Malade, interprète de son nouvel album, le 6e album d'ailleurs. Le titre c'est Dimanche soir, ce qui provoque une certaine émotion, notamment chez Bruno Solo qui était également présent sur le plateau. C'est beau, non, Maïssa? Totalement magnifique. Moi, je suis une grande fan de Grand Corps Malade, donc. Le film, il paraît qu'il est pas mal, hein. Oui, je l'ai vu. Oui, ah j'ai ouais vu. Il est très très bien. Franchement, j'ai bien aimé. 4 nominations aux Oscars. Ah oui, j'ai vraiment bien aimé. Hein. Franchement, il est bien, il est drôle, il est attachant. Il y a le scénario, il est cool. Non, franchement, en fait, on rentre dans le monde finalement de l'infirmité et on pense quand on le côtoie pas de près que c'est pas un monde comme les autres et finalement les humains ont les mêmes. Enfin. D'autres problématiques, mais ont les mêmes problématiques au niveau émotionnel. Bon. Voilà, c'est très beau. Rubrique coup de gueule maintenant. Une journaliste de France 3 dénonce le fait qu'elle ait été empêchée d'accompagner le Premier ministre Édouard Philippe lors de sa visite à L'Oréal. Écoutez plutôt. Vous savez ce que c'est ça? Ce petit bout de plastique? Ça n'a l'air de rien. Eh bien, c'est ma carte de presse. Grâce à elle, je fais tous les jours des reportages. Je rends compte de ce que j'ai vu sur le terrain. Mais aujourd'hui, à Lassigny, eh bien, elle ne m'a servi à rien. J'étais censée vous raconter la visite d'Édouard Philippe chez L'Oréal, problème sans pouvoir y assister. Alors oui, mes collègues caméramans et preneurs de son ont tourné les images que vous allez voir, mais pas de chance, il n'y avait de place ni pour moi, ni pour mes questions dans le pool autorisé par Matignon à suivre les pas du Premier ministre. C'est vrai que les ateliers sont un peu exigus, l'entreprise ne fait que 45 000 mètres carrés. Mais qu'à cela ne tienne, L'Oréal avait tout prévu, ce joli livret sur papier glacé avec plein de photos de rouge à lèvres et de shampoing à l'intérieur qui m'explique, je reprends mes notes, que L'Oréal est un modèle d'excellence sociale et sociétale qui contribue au rayonnement économique de la France dans le monde. Certes. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment les 475 salariés de Lassigny voient leur avenir au-delà de ces annonces. Ils travaillent aujourd'hui de plus en plus avec des robots, des cobots, des robots collaboratifs. C'est évidemment un progrès technique, mais c'est aussi, selon les syndicats, une source de stress et d'isolement plus grand. Alors oui, l'usine de Lassigny dispose d'un très grand savoir-faire. Oui, elle exporte dans le monde entier. Et oui, la majorité des salariés étaient sans doute très fiers de présenter tout cela au Premier ministre. Mais rappelons ce qu'est un reporter étymologiquement. C'est celui qui rend compte de ce qu'il a vu. Hors de cette visite, je n'ai rien vu. Matignon et le groupe L'Oréal verrouillent tout. Cela s'appelle de la communication, pas du journalisme. De la communication pour cette journaliste, Maïssa. C'est exactement ça. Hein. C'est tout verrouillé, tout est contrôlé, tout est filtré. On donne juste ce qu'il faut comme info, mais il faut pas donner l'intégralité. Mais en attendant, c'est ce qui se passe dans toutes les chaînes de télé. Ouais. Putain, pour finir, une petite info humoristique. Il était l'invité hier soir du magazine de France 2, Jamel Debbouze, qui s'est fait moucher par Thomas Soto. C'est le remplaçant en fait de Laurent Delahousse. Et écoutez cet échange quelque peu marrant. On voit que Thomas Soto, il a de la répartie. Hein. Dites-moi, pourquoi c'est pas de Delahousse? Parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances. C'est votre remplaçant, vous remplacez non, Delahousse? c'est l'inverse, vous êtes dyslexique, c'est lui, c'est moi qui le remplace. Le titulaire, c'est lui. Le titulaire, c'est lui. Et voilà. Pourquoi moi j'ai le droit au remplaçant? Parce que quand vous serez un grand comique, peut-être que vous aurez le droit au titulaire. Vous avez la répartie, c'est il y a encore des efforts à faire. Bon.
Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Hop, on n'en parle plus. Ah, il a osé quand même. Ah, il a osé. Oh, c'est marrant, je pense. Oui, à mon avis, oui, il le oui, fait oui, parce qu'ils se sont à l'aise avec taquin. lui. Hein. Ouais, Voilà. taquin, N'allons pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater ce week-end ou pas d'ailleurs. Ou voilà, c'est Bah, je selon. regrette toujours pas d'avoir télé, ça m'a pas convaincu. J'essaye pourtant à chaque fois que tu viens, hein, mais bon, non, on n'y arrive pas. Non. On n'y arrive pas. Mohamed est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonjour Maïssa. Bonjour. Bonjour Mohamed. Vous nous appelez toujours de Lyon? Toujours. Il y a un Lyonnais. Bon, qu'est-ce qui se passe Mohamed? En fait, j'ai appelé des gars déjà pour la petite comment ça s'appelle pour mini clash contre Jamal. J'ai regardé hier. Ouais. Ça m'a bien fait marrer. Ça fait du bien de vanner un petit peu Jamal Bruce. Bah oui. J'ai l'impression que tout le monde, franchement, c'est que des compliments pratiquement tous les jours. Moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui lui résiste un peu de temps en temps. Le contre-pied, quoi. Voilà, tout à fait. Et j'ai appelé en même temps pour vous poser une question. Alors moi, j'ai suivi l'affaire de Tariq Ramadan et surtout Caroline Fourest, pardon. Et est-ce que vous pensez sincèrement, vous, toi, Christophe Maïssa, que Tariq Ramadan, on ne sait pas ce qu'il advient pour lui. Il y a beaucoup de choses, qui laissent des trucs douteux. Et Caroline Fourest, elle a vraiment eu sa peau, si tant est qu'il est innocent. Franchement, elle est très très forte. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, il va sortir librement de tout ça? Et peu importe son état de santé, parce que là j'ai appris que tu disais qu'il va être encore maintenu. Je vous invite à aller voir, Mohamed, je vous invite à aller voir, c'est assez impressionnant, c'est Maître Hassan Boukhalifa qui nous a alerté de cela il y a quelques minutes. Le dernier message de l'avocat de Caroline Fourest, Patrick Glusman, je crois il s'appelle. Il lui dit frère Tariq, avec une formule en anglais, on arrive. C'est l'avocat de Caroline Fourest qui a posté ça il y a effectivement 24 heures précisément sur les réseaux sociaux. Allez voir, vérifiez. Patrick Glusman. Il s'en sortait au niveau santé parce que ça, on n'a pas de main mise dessus, mais son nom, il a été sali, en fait. Oui, de toute façon, ça c'est clair. Il est je pense qu'on veut vraiment le détruire, Maïssa. Mais je suis d'accord, je suis d'accord à tous les niveaux. De toute façon, le plan, en fait, il avait trop d'ennemis, et le problème, sincèrement, c'est que la communauté en face, elle est pas assez forte pour franchement, s'il disparaît, la communauté musulmane de France, en tout cas, au niveau de la communication, personne, je dis bien personne, pour moi en tout cas, qui va le remplacer, parce que c'était du béton. Tout le monde avait peur de lui. D'un point de vue historique, il avait une culture générale, mais de malade mental. Et franchement, je suis triste. Je suis vraiment triste. Est-ce que vous me permettez d'apporter quelques nuances, cher Mohamed Maïssa? Vas-y, parce que là, je sens que vous êtes dans l'émotion et dans la passion. On va essayer de dépassionner un petit peu tout ça. Oublions que ce soit Tariq Ramadan. Alors, si on reprend les faits, uniquement les faits, et ils sont parfois têtus, comme on dit. Les faits, c'est que pour l'instant, la présomption d'innocence de Tariq Ramadan n'est pas respectée. Voilà. Ça pour le coup, qu'il y a collusion concernant les présumées victimes. Après sur le fond, on ne peut pas se mettre à la place de la justice et attendons le procès, c'est la justice qui décidera. Je peux te dire, Christophe, tout simplement. Mais moi personnellement, la justice, je n'y crois absolument plus parce que le principe de justice. Tariq Ramadan y croit puisqu'il s'est rendu de son plein gré. Non mais il s'est rendu de son plein gré. Parce qu'il a voulu montrer. Moi je pense que c'était stratégique. C'est un coup d'échec. Il a voulu montrer patte blanche en disant voilà, moi je n'ai rien à me reprocher. Demain, toi Christophe, t'as rien à te reprocher. T'y vas puisque t'as rien à te reprocher. Bien sûr, tu sais pas que. Il était même prêt à remettre son passeport lorsqu'il a demandé sa demande de libération la semaine dernière. Voilà, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, la justice est tout sauf juste. En France, la justice n'est pas juste et elle porte plus. Dans cette affaire, c'est une affaire politique. C'est une affaire politique, c'est une affaire religieuse, c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire. Elle est lourde de sens, mais même elle est lourde de sens en fait. C'est pas que le fait qu'on accuse quelqu'un de viol et les victimes, etc. C'est pas ça. C'est vraiment il y a quelque chose derrière. Il y a un message qu'on envoie à la diaspora, qu'on envoie à plein de monde. Il y a un message vraiment violent qui veut dire vous avisez pas à aller à contrario avec nos opinions, ne vous avisez pas à vous défendre par votre intellect parce que vous finirez comme ça. C'est ça le message qu'on envoie. C'est ça. Tu m'as volé le truc, Maïssa. Ah bon? Franchement, c'est ça. Et je pense qu'ils veulent faire une purge. Je sais pas, Christophe, si tu as écouté ce matin, je sais plus, c'était Bourdin ou pas, un collègue de Deschamps qui parlait justement de pseudo-maghrébin de l'équipe de France, en l'occurrence de Karim Benzema, que Deschamps disait qu'il voulait plus jamais ni de Karim
ni de Nasri, ni de, enfin, tout le reste, quoi. Oui. Et je pense qu'il y aura une purge totale des Maghrébins dans l'équipe de France. Comme je l'ai dit l'autre fois, je l'avais dit à vos collègues dans l'autre radio, et je pense qu'on n'en a pas fini. Franchement, on n'en a pas fini. Et moi, je suis inquiet. Moi, je suis pas paranoïaque. Je suis pas victime. Mais il y a de quoi se poser. Enfin, mais après, c'est à nous de nous armer aussi, de faire une force de ces injustices-là. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, après, c'est mon avis, mais je pense qu'il faut arrêter d'être gentil. En fait, il faut arrêter d'être en mode oui. Donc, il faut tu vois, un petit peu comme le massage de Ménel où elle dit voilà, moi, je prône l'amour. J'aime les choses. Non. Eux, ils nous aiment pas. Faut arrêter maintenant d'être toujours dans le sens du poil à dire voilà, moi, je suis gentil, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de bon. Non, moi, t'es pas gentil avec moi. Je te mets. C'est réglé en fait. Il y a pas et c'est trop en fait, et nous on est toujours gentils. Ils nous le disent clairement que voilà, il y a un État, enfin il y a quelque chose qui se dresse contre eux, cette communauté-là, mais qu'ils le disent, qu'ils arrêtent de. Mais ils vont jamais le dire, sinon comment tu veux que. Oui. Permettez-moi d'apporter une nouvelle nuance, cher Mohamed, cher Maïssa, parce que en lisant la presse et par rapport à l'affaire dont vous faisait référence, l'affaire Tarek Ramadan. On s'aperçoit, je vais faire extrêmement attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie d'avoir un procès en diffamation, mais on s'aperçoit qu'il y a des noms qui apparaissent mettant en relation et en lien les deux présumés violés donc dans l'affaire Tarek Ramadan de la part d'une animatrice d'une radio communautaire. J'en en dirai pas plus. Donc, comme à chaque fois, pardon Mohamed, comme à chaque fois, les ennemis sont souvent les amis. Ah mais et ça vient souvent de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Mais qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Mais c'est clairement parce que au sein même quand je parle de communauté, je ne parle pas de communauté religieuse, mais je parle de tout ce qui est étranger finalement à tout ce qu'on veut plus voir ici, mais il n'y a pas de solidarité réelle. Non, bah d'ailleurs, tu les vois tous là, ils sont en train de faire leur message de soutien à Tarek Ramadan là. XPTDR, je suis mort de rire. Ils étaient où là il y a 3 semaines? Mais quoi? Ils étaient en train de le défoncer, juste derrière, disant non, finalement, on est machin, finalement. Oh non, mais moi j'en peux plus, de toute façon, ça va être mon avis tranché. J'en ai marre. Oui, Mohamed. Juste pour terminer, aussi, dans ton sens, Christophe, moi je voudrais juste dire merci à tous ces, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais à tous ces gens qui sont prêts à tuer leur propre mère pour s'asseoir autour de la table, tels que les grandes gueules, tels que les Djaguirous, il y en a plein. Franchement, ces gens-là, ils me dégoûtent 10 fois plus que Jean-Marie Le Pen et toute sa clique. Mais complètement. Ils me dégoûtent, tu ne veux pas savoir comment ils me dégoûtent. Zora Habitant, regardez ce qu'elle dit. Mais comment ces gens-là, ils peuvent se regarder le soir dans la glace, sincèrement? Ils sont prêts à tuer leur propre mère. Parce qu'ils sont convaincus. Pour voir s'asseoir autour de la table de leur propre ennemi. Je me rends compte, c'est pire que le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire je sais pas, j'arrive pas à comprendre là. Bon, merci Mohamed en tout cas. Merci de ton appel. Merci. À très bientôt, 01 40 33 9000. On en reparlera tout à l'heure puisque je rappelle, on écoutera la deuxième prise de parole de l'épouse de Tarek Ramadan. Fait rare parce qu'elle ne s'est jamais montrée d'abord. Elle s'est jamais exprimée. Et là, elle le fait, j'allais dire. En vérité, dans toute cette histoire, c'est la première victime. Oui, parce qu'elle a rien demandé, elle est partie. Oui, les enfants, mais je veux dire, c'est la première victime. Elle a dû porter toute sa vie plein de choses par rapport au rôle de son époux, etc. Et puis aujourd'hui, elle a encore le revers de la médaille qui lui tombe dessus. Mais en fait, dans cette histoire, ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message, c'est qu'on ne défend absolument pas Tarek Ramadan. Ah non, sur du les coup, faits c'est l'injustice qu'on qui est en lui train de soit défendre. reproché, parce que ça, c'est pas à nous ni voilà. Comment? L'injustice qui est un défaut. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas grave. En tout cas, pour les faits qui lui sont reprochés, c'est pas à nous de le déterminer. Ça, c'est clair. Voilà. Donc c'est à l'enquête de faire son travail. Mais ce qu'on dénonce, c'est ce que je trouve écœurant, c'est que tout le monde s'est fait le juge de Tarek Ramadan, c'est-à-dire tout le monde a dit oui mais moi j'ai déjà entendu des fikis, oui mais moi nanani, mais moi nanana, mais il y a pas de rumeur sans au moins un soupçon de vérité, blablabla, mais tout le monde s'est fait l'avocat de mais vous êtes pas là pour ça en fait. Et puis on évoquait aussi vendredi, on a cherché dans toutes les affaires de présumés viols. Jamais une personne n'a été incarcérée. Jamais. Voilà. Jamais. Je vous donne juste Frédéric Aziza, tiens, le journaliste vedette de LCP qui avait été accusé par une collaboratrice d'LCP. Eh bien, c'est elle qui a démissionné. Lui, normal, il a été réintégré. Gérald Darmanin, viol classé sans suite. Ouais. Normal. Est-ce que tu savais que 95% des affaires de viol sont classées sans suite? Oui, ça oui. Pour les plaintes. Oui. Donc là, on en fait tout un pataquès parce que c'est lui.
Donc il y a de l'injustice encore une fois. Après, encore une fois, voilà, c'est cette présomption d'innocence qui n'est pas respectée le concernant. Tout à fait. Et voilà, en plus moi personnellement, j'ai pas beaucoup de liens avec Tariq Ramadan, mais on défend en tout cas la présomption d'innocence, la dignité d'un homme. La dignité d'un homme, c'est l'être humain qu'on défend. C'est pas le docteur, le professeur ou le religieux qui l'a pu être. C'est l'être humain tout simplement. En plus, il est malade, il a des droits. Bah voilà. Voilà, tout à fait. Bon, je vous rappelle cette info qu'on va détailler parce qu'on attend plus d'éléments quand même. Hein. C'est sur le site Morandini, Jean-Marc Morandini qui sort cette info, comme quoi, selon une expertise médicale, l'état de santé de Tariq Ramadan est compatible avec une incarcération. Voilà, ça a été lancé à 16h02. Ils vont le tuer. Franchement, ils vont. En fait, le problème qu'il y a, c'est que au départ, cette affaire, on avait pas mal de questions à se poser, et puis aujourd'hui ils sont en train, si vous voulez, de le transformer en victime et limite en martyr, j'ai envie de dire. Oui, mais qu'est-ce que ça prouve? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Franchement, quand bien même ça arriverait, qu'est-ce qu'on va faire? 3 posts et puis c'est réglé. Tu vois, 3 trucs sur les réseaux sociaux et puis c'est réglé. Qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment comme action? C'est comme l'histoire de Théo, c'est comme l'histoire, tu vois, c'est encore des victimes. Moi, je les mets au même statut, tu vois. C'est des personnes qui sont victimes et qui n'ont pas le même traitement, en fait, que tout le monde. Regarde, Nordal, là, le gars. Le gars, il a été, j'ai fait une petite crise d'angoisse, il a été hospitalisé, j'ai envie de dire, normalement, c'est ces personnes-là qui on devrait pas être juste. Mais non, moi je suis indignée, franchement. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir, je suis à l'antenne. Oui, en plein dedans. Quel est votre prénom, chère madame? Oui, bonjour Christophe, bonjour Maïssa, je sais plus le prénom. Maïssa. Enchantée, je suis Rim, j'habite à Lausanne. Bonjour Lausanne, bonjour Rim. Bonjour la Suisse. Bonjour. Oui, je vous écoute tous les jours, dès 4 heures, je vous écoute. Ah, cool. Et puis, vous me l'avez enlevé de la bouche sur le sujet de Nordal. Lui, il a eu un petit malaise ou une crise d'angoisse et on le met tout de suite à l'hôpital. En psychiatrie, alors que Tariq Ramadan, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est présenté de lui-même pour vraiment approfondir l'enquête, je pense. Et là, c'est, pour moi, je suis écœurée de la justice. J'ai l'impression qu'on nous dit, comme dans la Révolution française, on met sa tête sur un piquet et il nous montre, pour la communauté musulmane, regardez, si vous voulez, une leçon qu'on essaye de donner. Attention ce qui vous attend. C'est ce que c'est l'impression que j'ai, parce que quand je vois tous les autres politiques qui ont été quand même accusés, on va dire, on va faire la présomption d'innocence, parce qu'eux, ils ont droit, de viol, ils sont encore en poste. Même Georges Tron, quand même, je pense qu'il est encore en procès, il va être aux assises, il est jugé en assises pour viol, et il est encore en fonction, il peut parler librement. Non, mais c'est-à-dire qu'il touche quand même l'argent de nos impôts. Exactement. Non, mais je veux dire, voilà. Comme tout à l'heure, vous avez parlé de Morandini. Alors lui, il est à la télé, alors qu'il n'y a pas longtemps, on l'avait accusé de, on va même pas dire pédophilie, mais presque. Presque. Des mineurs. Alors, comme vous l'avez précisé, Théo, pareil, on retourne tout contre lui. J'ai l'impression que c'est un on nous fait un signal. Regardez, je sais pas. Oui. Moi, je pense que ce sont des menaces en fait. Hein. C'est vraiment des menaces dès qu'on voit qu'il y a des personnes qui. L'affaire Menel a été une affaire qui a déclenché pas mal de signaux quand même. Bah tant mieux, au moins on se réveille. Maintenant il faut se réveiller. Franchement, il y en a eu combien? Attends, je suis désolée, mais il y en a eu combien des affaires Menel? Il y en a eu plein. Et d'accord, elles sont pas passées par The Voice, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein des comme ça, des buzz comme ça de personnes qui sont qui sont voilées ou qui sont autres ou de la communauté de la espoir, peu importe. Et puis qui passent au moment du buzz et puis c'est réglé. Même Menel dans une année, enfin dans quelques mois, c'est fini. Et il y aura pas de changement. Même pire, jamais ils ne reprendront une fille en turban. Jamais. Parce que ils ont vu que ça avait ils ont vu que ça avait fait quand même pas mal de retournements de situation, que les fachos se sont réveillés, etc., etc. Bah, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils en prendront plus jamais. Ils vont l'arrêter. J'ai une fille qui chante en arabe aussi, hein. Mais moi je trouve ça quand même écœurant, c'est qu'il y a la liberté de parole, on prône la haine dans les plateaux qui se transforment en tribunal, comme le monsieur que j'ai écouté, les grandes gueules, etc. C'est normal, on discute, on condamne, on accuse, on critique, on nous stigmatise. Pas forcément. Il y a d'autres dans les journaux. Moi, je lis beaucoup dans les journaux, Le Parisien, les commentaires, aussi dans les dans les plateaux de télé, que ce soit pour la jeunesse ou pour le grand public. Alors moi, comme la dernière fois, j'ai écouté Sifa, oui, moi tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai signalé
au CSA. Moi, je pense que tous les auditeurs de confession musulmane, ou même pas du tout, ou arabes, qui se sentent, quand ils entendent dérangés par entendre un peu vexantes, humiliantes, on déclare au CSA, tout simplement. Qui est d'ailleurs toujours le gagnant du DLM, mais tout à l'heure, il sera peut-être détrôné par Céline Pina, on verra. En tout cas, merci beaucoup Rim depuis Lausanne, en Suisse. À bientôt. Bon courage, au revoir. Allez, dans un instant, on va parler un peu de la question du jour. Est-ce que la France est complice sur le massacre, que dis-je, le génocide perpétré au Yémen contre la coalition, par la coalition arabe, parce que la France vend des armes à cette coalition arabe? Alors, est-ce qu'elle est complice selon vous? Vous répondez à cette question sur France Maghreb 2 sur Facebook, ainsi que sur Twitter LGF officiel, et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. À suivre aussi, et on va parler de Rokhaya Diallo dans La vie tranchée de Maïssa Leroy. Tout de suite. En direct sur France Maghreb 2 pour la suite de votre émission jusque 18h avec Maïssa Leroy qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et voici La vie tranchée. Ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas venue nous rendre visite, Maïssa Leroy. Exact. Et l'occasion nous en est donnée donc de redécouvrir ses avis tranchés. Aujourd'hui, elle va nous parler de Rokhaya Diallo. Oui, alors... Avis jingle. Ah oui, bah oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Donc Rokhaya Diallo par rapport à un tweet, ma chère Maïssa. Exactement. Alors Rokhaya Diallo a dit, je cite, « Aujourd'hui on a des femmes qui, pour des raisons religieuses, choisissent de masquer leurs cheveux. Et on remarque que cela irrite comme si le corps des femmes devait toujours être à disposition. » En fait, la pensée de Rokhaya Diallo, son message est clair. Elle dit, non pas je suis pour ou contre le voile, elle dit, je suis pour que les femmes s'habillent comme elles ont envie de le faire. La liberté fondamentale. Ok ? Et on a une femme qui s'appelle Fatia Boujalat, qui a dit, et je suis extrêmement choquée par ces termes-là parce que je pense qu'on se rend pas compte en fait, vu qu'aujourd'hui on a constamment ce genre de phrases choquantes qui viennent, qu'on a une désensibilité qui nous permet plus de voir la gravité des propos. Elle a dit, je cite, « Avis à tous les prédateurs comptabilisés par de As, Rokhaya Diallo est un corps à votre disposition. » Je crois qu'on se rend pas compte que c'est un appel au viol. Et j'espère vraiment que Rokhaya Diallo va porter plainte parce que c'est très très grave. Et justement, je voulais citer en même temps le code pénal par rapport à ce genre de fait-là parce que c'est très 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 grave. En gros, rappelons que l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aura pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre 2 du Code pénal. Je crois qu'on se rend pas compte, mais aujourd'hui je pense qu'il y a une banalisation de la violence, de la communication, où dès qu'une personne, je veux dire, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste dit, je suis pour que les femmes s'habillent librement. Quel est le mal à ça? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de proposer en fait le corps d'une personne pour les pires prédateurs parce qu'elle a dit je suis pour la défense des droits de la femme? En fait, tout simplement, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui dans notre société en 2018 où on prône le féminisme blablabla, qu'il y ait une femme qui ose parler comme ça? Je suis vraiment choquée en fait. C'est même pas, je trouve ça très très grave parce qu'on banalise ça et demain on va autoriser, dès qu'une personne va venir et va dire voilà, bah moi je défends la liberté de chacun à être ce qu'il a envie d'être, bah en fait on va l'envoyer où? Demain, ça va être quoi la suite? On va l'envoyer où? On va l'envoyer à la fosse aux lions? On revient en arrière en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on revient en arrière quand on appartient à une idée, à une cause, à une idéologie de liberté. Bah forcément, c'est un ennemi pour la société générale. Alors que au contraire, je pense aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il y a un problème au niveau de la communication politique générale. C'est-à-dire que là aujourd'hui, les médias, la propagande qui est faite, l'histoire de Menel, l'histoire de Tariq Ramadan, l'histoire de Théo l'année dernière, l'histoire d'Adama Traoré, l'histoire de toutes ces victimes, mais qui sont, grâce aux réseaux sociaux, connues,
on est en train de se rendre compte en fait qu'il y a une banalisation claire et nette, une séparation il y a une banalisation de la violence vis-à-vis des minorités qu'on appelle minorités et qui sont maintenant majorité. Il faut arrêter, hein. On fait partie de la France et on est là qu'on le veuille ou non. Mais aujourd'hui, on a envie de les pointer du doigt et de faire, comme je le disais tout à l'heure, comme avec l'affaire de Tariq Ramadan. Attention, si vous êtes intelligent, si vous avez la joute verbale, si vous avez tous ces acquis intellectuels, regardez ce qu'on vous propose comme fin. Et c'est la même chose pour tout le monde finalement, qu'on soit intellectuel, qu'on soit jeune, qu'on vienne de cité, qu'on vienne de Paris, peu importe d'où on vient, à partir du moment où on a un message qui est différent de l'autre, et ben ça y est, on nous pointe du doigt et on se permet, et il n'y a pas de punition par rapport à ça. Et moi je suis vraiment choquée de ce qui se passe, Christophe. Sincèrement, quand je vois ça, c'est un appel au viol en fait. Et une femme qui est contre le voile pour la soumission que cela soi-disant implique, et ben propose carrément un appel au viol à une femme qui défend d'autres femmes dans la pluralité, etc. Et je suis vraiment choquée. Et aujourd'hui, ça montre quoi? Ça montre que finalement, eh bien, on ne fait pas peur. Ça montre que finalement, on n'a pas de poids. Ça montre que finalement, on a envie de nous laisser tout en bas. Ça montre que on ne veut pas nous intégrer. Et je vais terminer là-dessus. Il faut arrêter de me parler d'intégration. Maintenant, j'ai envie de renvoyer la question et de leur dire, et à vous, à quand l'acceptation? Voilà. Merci Maïssa pour cet avis tranché que vous pouvez partager sur Christophe Le Grand Forum. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir parce que voilà, il y a de l'indignation, il y a de la colère. Ah oui, j'en ai marre. Voilà, elle en a marre, elle l'a fait savoir aujourd'hui. C'est ça. Bon, bah, n'hésite pas à revenir quand même plus souvent, comme ça on profitera promis. Un peu plus de tes colères. Oui, promis. Bon. C'est pas moi qui suis en colère, c'est la société qui me met en colère. Franchement, j'ai 3 filles quand même, hein. Donc 3 charmantes filles. Ouais, qui sont géniales. Mais voilà, hein, quand je vois ce qui se passe. Tu es inquiète en tant que maman? Je suis inquiète, mais je leur donne les armes du coup. Hein. Je leur donne ce qu'il faut. Hein. Font du karaté. Je vais les mettre à la boxe. Il faut qu'elles comprennent que les câlins c'est gentil, mais franchement à un moment donné, il va falloir vraiment s'armer correctement. Et pourtant, elle est douce, ça, Maïssa. Faut pas croire. Oui, je suis gentille à la base. Oui, à la base, oui. Mouloud est avec nous. Salut Mouloud. Ouais, salut Christophe, salut Maïssa. Bravo pour l'avis tranché. Merci, c'est gentil. C'était super. Merci. Christophe, tu permets que je continue le débat de tout à l'heure, non? Bah vas-y, je t'en prie. Oui, pour Tariq Ramadan, moi je suis comme l'auditrice qui est intervenue précédemment. Moi, je suis indigné, je crois plus à la justice en France, aux 2 poids 2 mesures. Je sais pas si t'as regardé ce matin Darmanin chez Bourdin. Oui, les yeux dans les yeux. Hein. Ouais. Hein, quand il lui a dit les yeux dans les yeux, il rappelait un peu Cahuzac. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un avocat, je l'ai entendu hier, qui disait que l'affaire classée sans suite, ça veut pas dire que les faits ne se sont pas déroulés. Exactement. Oui, ça c'est clair. Mais je voulais je sais pas si t'es au courant, mais à l'époque de l'affaire Darmanin, il y avait la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, qui a pris fait et cause pour Monsieur Darmanin. Oui. Voilà. Et l'enquête préliminaire qui est intentée contre Monsieur Darmanin, elle a été faite par le parquet de Paris. Est-ce que tu sais quelle est l'autorité directe du parquet de Paris? Vas-y, dis-nous. C'est la garde des Sceaux. Voilà. Nicole Belloubet, je crois. Hein. C'est Nicole Belloubet. Il y a un système. Voilà. Il y a un système. Et puis il y avait aussi la clameur à l'Assemblée nationale où tous les députés LRM qui étaient levés comme un seul homme pour acclamer Monsieur Darmanin. J'avais été choqué, quoi. Ça avait été dénoncé dans un avis tranché de Nadia Lazouni la semaine dernière, manière un peu théâtrale. Pour aller le revoir aussi en vidéo, il était pas mal. Mais tu sais que maintenant dans les rangs, en off, dans les rangs de la République en marche, concernant Monsieur Darmanin, ils sont plus aussi sûrs parce qu'il reste la 2e plainte. Hein. Moi, je te dis, Christophe, je te le dis à l'avance, la 2e plainte, elle va être classée sans suite. Bah écoute, on verra bien. Merci beaucoup. Et sinon, tu as parlé de Monsieur Aziza. Oui. Tu sais qu'il y a une crise au sein de la rédaction de LCP. Oui, absolument. Il y a une motion de défiance qui a été engagée parce que ce que tu disais, Christophe, le drame dans cette histoire, c'est que la victime qui a dû démissionner. Et à l'époque, Madame Lévy, Elisabeth Lévy, avait parlé quelque part d'antisémitisme. Parce qu'il s'agissait de Monsieur Aziza, tu vois, là on en est. Mais moi j'y crois plus, c'est malheureux pour la justice en France, mais j'y crois plus du tout. En fait, il y a une justice pour les ministres et les riches, et il y a une justice pour les pauvres. Et là, c'est criant, ça devient trop criant, quoi. Bon.
Voilà. Merci Mouloud, à bientôt. Merci de ton appel, 01 40 33 9000. Cette question du jour, tiens, je vous la rappelle parce que on parle du Yémen et de cette guerre oubliée en France. Et pourtant, la France n'y est pas étrangère puisqu'elle vend des armes à la coalition de l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. Du coup, la question elle est toute simple, je vous la pose moi. Est-ce que la France est complice, Maïssa? Selon toi, vous répondez, vous êtes majoritairement dire oui sur Facebook avec 85% de votants à dire oui que la France est complice. Idem d'ailleurs sur Twitter, vous continuez de voter. France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Maïssa? Bah oui. La France est-elle complice? Évidemment. Oui. Évidemment, à 100%. Un pays qui est en crise. Je vais pas aller lui donner de quoi s'entretuer quand même et après dire ah mais non mais moi je lui ai juste donné des armes, après lui il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. À un moment donné, faut prendre ses responsabilités aussi. Je veux dire la France elle a pas patte blanche hein, franchement, elle est là de tout ce qui lui arrive, il y a un état de crise qui est là et je comprends pas ce qui se passe mais c'est très chaud vraiment, ça ne fait qu'aller de mal en pis et sincèrement je sais moi je suis plus rassuré quoi, je suis plus bien ici. Abdel. Oui, bonjour Maïssa. Alors Maïssa, je suis d'accord avec toi. Oui. T'as fait une erreur comme la plupart des chroniqueurs qui défendent les gens qui sont de notre génération et qui ont des parents immigrés. T'as fait une erreur, c'est de dire alors, il faut plus le répéter, je lance un appel à tout le monde. Vas-y. Quand tu dis, ils doivent nous intégrer, ils doivent nous accepter. En disant ça, tu les désignes comme les chefs. J'ai pas dit ils doivent nous accepter, j'ai pas dit ils doivent nous intégrer. J'ai dit ils nous parlent d'intégration. Non, mais j'ai mon temps illimité. Ouais. T'as tout le temps de développer après. Ouais, c'est vrai. Christophe, il est aux aguets en plus. Maintenant, ça veut dire qui ils sont pour que, ils nous acceptent. Et si c'est nous qui leur demandons, c'est à nous de vous accepter. Faut arrêter de dire, il faut nous accepter, il faut nous intégrer. Et quand quelqu'un me dit, par exemple, sale arabe, ah bah je lui dis sale français. Si un français me dit sale arabe, je lui dis sale français. S'il me dit t'es pas chez toi, je lui dis bah prouve-moi que toi tu es chez toi. C'est coup pour coup. La minorité, elle n'est plus la minorité. C'est fini la minorité qui disait nous sommes chrétiens aux yeux bleus, aux yeux blonds. La France est multiculturelle. Ouais. On est une majorité, on est tout mélangé. C'est fini de rêve, la minorité qui se disait nous sommes des chrétiens aux yeux bleus, aux blonds, nous commandons, nous sommes les chefs. C'est terminé. Aujourd'hui, il y a des juges musulmans, il y a des pompiers musulmans, il y a des policiers musulmans, il y a des préfets musulmans. Un arabe à carte d'identité française peut être capitaine et mettre les menottes à un français chrétien aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Ça existe. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre que nous sommes dans tous les corps d'État en France, comme tout le monde, et l'intégration elle est faite depuis déjà 50 ans, et de dire acceptez-nous, ça veut dire que tu les désignes comme les chefs. Non, alors là, pas du tout. Et je te renvoie la question, qui sont eux pour dire on doit vous intégrer? Nous aussi on veut les intégrer. Vous acceptez la France multiculturelle ou vous n'êtes pas français? C'est comme ça qu'il faut leur répondre. Oui, mais le problème c'est que moi, même si moi je me considère française, je suis complètement d'accord avec toi Abdel, mais le problème c'est que même si moi je me considère vraiment à 100% en tant que française, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai mangé Hélène et les garçons, Beverly Hills et compagnie, donc j'ai mangé français, voilà, c'est et en fait c'est pas très français, pardonne-moi. Ouais, je sais, mais bon, hein, ça a passé au Club Dorothée, donc je crois, bref. Et en fait le fait qu'on me renvoie tout le temps ce truc d'intégration, parce que physiquement je suis différente, c'est eux qui me le renvoient moi, mais c'est pour ça. Non mais c'est pour ça que je termine. Non mais moi c'est pour ça. Mais moi, c'est pour ça que je termine en disant, ne me parlez pas d'intégration, mais je vous pose la question, à vous l'acceptation. Moi, j'en ai rien à cirer, j'ai pas besoin de m'intégrer, j'ai pas besoin de vous montrer. Écoute-moi, quand tu leur dis, je vous pousse à vous l'acceptation, c'est-à-dire que tu le désignes en tant que chef du territoire, il doit t'accepter. Non, moi c'est pour qu'ils soient tranquilles. C'est pour qu'ils soient tranquilles dans leur tête. Écoute, tu es accepté d'office, il a pas donné son approbation pour t'accepter. Ah non, mais ça, je te rejoins complètement. Écoute, je n'ai pas besoin de ta décision, je n'ai pas besoin de ton autorisation pour être musulman. Je suis complètement d'accord, c'est mon pays, je suis ici, tu n'as pas à m'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as à m'intégrer? Est-ce que toi tu es intégré? Est-ce que je te demande
si envers moi, toi, français chrétien ou blond aux yeux bleus, tu es intégré. Est-ce que je te le demande? Non? Alors tu n'as pas à me le demander. Tu dis que je suis pas chez moi, moi je dis que tu n'es pas chez toi. Merci Abdel. À bientôt Abdel. Salut. Bon, faites gaffe à ce que vous dites, hein. Les chroniqueurs sont de plus en plus observés. Oh faites gaffe. Les auditeurs sont au taquet. Voilà. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous appeler de n'importe quel endroit vous vous trouvez, vous souhaitez réagir, vous faire entendre, et bien n'hésitez pas à le faire. On va accueillir d'ailleurs un nouvel appel dans un instant. Je vais vous parler quand même d'une affaire incroyable. Ça s'appelle le djihad silencieux. Est-ce que vous avez entendu parler de ce documentaire choc d'infiltration? La promesse donc est forte. Le journaliste israélien a affirmé qu'il s'était infiltré au cœur des mosquées qui prônent le djihad. Ce spécialiste a contesté des infiltrations dans les milieux musulmans extrémistes avait choisi pour l'accompagner le tristement célèbre Jean-Paul Ney, un abonné d'ailleurs aux fake news. La bande-annonce construite tel un film d'espionnage semblait promettre quelques belles révélations croustillantes. Début janvier, Jean-Paul Ney avoir obtenu des révélations parmi lesquelles des informations très sensibles sur le CCIF notamment auprès de, vous vous souvenez de cette affaire Sami Débat. Sami Débat qui était le président du CCIF, on y voit un responsable, ancien président du CCIF et ex-candidat d'ailleurs aux législatives du côté de Sarcelles, qui avait été d'ailleurs qualifié pour le second tour au passage, accepter des fonds d'une organisation djihadiste. Dans la foulée, le principal intéressé avait dénoncé des méthodes de pieds nickelés qui tentent de se faire passer pour des journalistes d'investigation. C'est ce qu'il avait dit, Sami Débat. Le reportage en plusieurs parties vient d'être diffusé en Israël, et le moins que l'on puisse dire est que le Bernard de la Villardière israélien a quelque peu survendu son film, notamment Sami Débat qui propose aux deux hommes voulant faire un don au CCIF de le faire par virement. Ne sera le plus gros scoop probablement du reportage. Concernant l'association, le journaliste israélien tente de décrédibiliser aussi le CBSP, qui est une association qui vient en aide aux Palestiniens. Lorsque le journaliste israélien demande à ses membres s'ils font des dons au Hamas, ils répondent par la négative. Lorsqu'ils les accusent de proximité avec l'UOIAF, ils les répondent: nous ne faisons pas de religion. Les seules révélations sont finalement les inventions sorties tout droit de l'imagination de Jean-Paul Ney, comme lorsqu'il décrit une vraie vague de soutien à Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse, et puis évidemment le manque de sérieux de Jean-Paul Ney. Plusieurs personnalités quand même sont venues, ont participé à ce reportage, tels que notamment Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, ou encore Maître Collard, et puis aussi un avocat du Montréal. Donc ces trois-là se sont laissés aller à quelques fausses informations. Par exemple, le membre du FN explique que, par exemple, sans rire, on ne peut plus dire Joyeux Noël en France. Pour le journaliste du Figaro de Vecchio, il y a à Paris des rues interdites aux femmes à cause de l'islamisation rampante. Incroyable. Moi, j'aimerais que ce journaliste de Vecchio nous dise dans quelle rue Maïssa Leroy ne peut pas aller à Paris. Mais j'aimerais vraiment qu'il le dise, parce que si c'est vrai, c'est inquiétant. Mais évidemment que ce n'est pas vrai. Donc voilà, un reportage qui promettait sensation, révélation et un truc croustillant au sein donc des milieux extrémistes à la française, ça fait cheat. Voilà. C'est tout. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Mehdi. Mehdi, qui nous appelle d'où? Nanterre, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais rebondir à ce que disait Maïssa justement par rapport à l'intégration, tout ça. Eh bien, elle t'écoute, Maïssa. Oui. Elle est toute oui. Maïssa, franchement, elle a totalement raison, mais j'aimerais dire que on n'a pas besoin de s'intégrer. C'est eux qui l'ont pas intégré dans leur tête. Oui, c'est ça. L'intégration, ça fait. Quand on parle d'intégration, on parle de ceux qui y arrivent. Quand eux ils parlent d'intégration, mais faut pas se sentir visé quand ils parlent d'intégration. C'est ça que j'aimerais lui dire. Faut pas se sentir visé. C'est pas nous, on doit pas se sentir visé. Ceux qui arrivent, oui, ils doivent s'intégrer. Mais nous, qui sommes nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été à l'école française, nous c'est pas notre problème à nous, ça. Tout à fait. C'est eux qui l'ont pas intégré dans leur tête, c'est tout simplement. Non mais en fait c'est exactement ce que je veux mettre en lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tout le temps en train de nous rappeler ou d'essayer de nous rappeler les conditions. Peut-être pas pour vous, Maïssa. Non, mais je veux dire toutes les personnes. Je parle pas de moi forcément parce que vraiment Si,
Si, quand il parle de ça, il parle de ceux qui viennent d'arriver, mais nous, ça ne concerne pas. Nous, on est français. Non, mais on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on pense, non, on a le droit de... Alors, d'accord, on a tellement le droit de s'exprimer, ok. Français, on a le droit d'être pas d'accord. On a tellement le droit de s'exprimer que la petite Manel, elle est venue chanter, mais comme elle avait un turban sur la tête, ils l'ont évincée. Non. À un moment donné, faut... Non, mais ça fait partie. Regarde, au niveau de la culture, au niveau politique, au niveau sociétal, dans la globalisation, dans toute sa globalité. Aujourd'hui, clairement, on n'existe pas, en fait. Et même si on va exister, même au niveau culturel, par exemple, ou même si on va exister au niveau journalistique, ça va être des personnes qui vont nous taper dessus. Exemple, Mohamed Sifawi. Donc, Non, il nous tape pas dessus. C'est nous, on sait pas se défendre. Ah non, mais ça c'est encore un autre débat. Ouais, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat, mais je veux dire, déjà, les premières personnes. On va le déradicaliser, vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Mais déjà, les premières personnes, qui sont visées, c'est tout ce système-là qui veut, nous, on se sent tous intégrés. On n'a pas besoin de dire qu'on est intégré, mais c'est eux à chaque fois qui nous parlent, nous rabâchent sans cesse le fait qu'il faut qu'on s'intègre encore, alors que Non. Moi personnellement, quand ils parlent d'intégration, ça me concerne pas. Ouais. Bon, merci Mehdi en tout cas pour ton appel. Merci beaucoup sur France Maghreb de rester avec nous. Le grand forum LGF avec dans un instant le DLM. On parlait de Sifawi, c'est le tenant du titre du DLM, celui qu'on a tenté de prescrire, à qui on a tenté de prescrire une ordonnance assez salée pour voir si justement on va pouvoir venir à bout de sa radicalité et le fait peut-être de préserver notre vivre ensemble. Évidemment, je précise que tout ça est de l'humour, bien entendu, et que nous allons lui mettre quelqu'un face à lui. Peut-être qu'elle va lui prendre sa place. Un cas qu'il va falloir s'occuper d'urgence. Céline Pina, vous connaissez, on a sorti le poids lourd pour Sifawi là pour peut-être lui enlever ce titre. Céline Pina qui avait quand même une des propos absolument gravissimes, et en cherchant dans DLM, on s'aperçoit qu'il y a tellement de déclarations islamophobes, tellement de déclarations racistes, que je peux vous assurer qu'on est capable d'aller jusqu'à 3 ans de DLM sans problème. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. Où elle est partie? 01 40 33 9000 bien sûr. Oh, tiens, on parlera du BDS qui est nommé pour le prix Nobel de la paix 2018. Ça ne s'invente pas. Je vous assure que c'est vrai. Et on parlera révélation avec la deuxième prise de parole de l'épouse de Tariq Ramadan. Nous avions écouté ici même la première prise de parole. La seconde, c'était aujourd'hui. Et on l'écoutera donc tout à l'heure, l'épouse de Tariq Ramadan qui s'exprime à nouveau sur le cas évidemment de son mari. À tout de suite sur France Maghreb 2, c'est le LGF. La suite dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Maïssa Leroy sur France Maghreb 2. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui par rapport au Yémen et cette guerre oubliée, et sur le fait que la France n'y est peut-être pas étrangère puisqu'elle vend des armes à la coalition saoudienne qui bombarde le Yémen. Du coup, est-ce que la France, selon vous, est-elle complice de ces génocides, de ce massacre perpétré sur les Yéménites? Je vous invite juste à aller voir le reportage diffusé sur Envoyé spécial de Élise Lucet il y a il y a 2 semaines, un reportage sur le Yémen qui est vraiment absolument troublant, qui est rempli d'émotions. On y voit notamment une petite fille de 4 ans qui a absolument tout perdu puisque la coalition a bombardé sa maison. Elle était en train de faire de la balançoire, cette petite de 4 ans, et d'un seul, elle a perdu toute sa famille, parents, enfants, oncles, etc. Elle se retrouve toute seule. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette guerre qui est complètement oubliée, occultée par les médias français. Et pourtant, la France, qui n'y est pas étrangère, puisqu'elle vend donc des armes à la coalition, des Saoudiens qui bombardent le Yémen. D'où cette question. Vous répondez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. N'hésitez pas, bien entendu. Alors, avant de retrouver DLM et avant de parler de Tariq Ramadan, ou plutôt d'écouter la deuxième déclaration publique de l'épouse de Tariq Ramadan, on va accueillir un auditeur peut-être par ici. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, Nadera de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nadera de Clermont-Ferrand, comment ça va? Ça va, et vous? Bah écoutez, ça va bien, on vous écoute Nadera. Merci, bonsoir à votre invité. Oui, on nous accuse souvent d'être, à partir du moment où on a une idée différente par rapport à ce qui se passe en France, on est forcément complotiste. Mais voilà, nous on le voit donc avec l'affaire Ibtissem, l'affaire Tariq Ramadan. Là, vous venez de citer un reportage dans lequel un journaliste israélien aurait mis sous écoute les mosquées, mais
Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller dans une synagogue pour entendre les attaques contre l'islam. Il suffit juste d'écouter la radio juive. Oui, moi je valide complètement la thèse complotiste. Il y a combien de pédophiles et de violeurs à l'Assemblée nationale, en politique, dans le showbiz. Monsieur Morandini à Boral, puisqu'il a été accusé de pédophilie, et vient de parler de Tarek Ramadan. Alors attendez, là j'ai du nouveau, exactement. Non, je disais tout à l'heure que c'était une information qui était rapport à ce que j'avais vu sur le site de Morandini. Là j'ai une dépêche AFP à 16h30 exactement, qui dit: expertise médicale ordonnée par la Cour de Paris donc déclare que l'état de santé de Tarek Ramadan est compatible avec une détention. Dépêche AFP. Oui. Voilà. Oui, oui. Quand on voit Monsieur Nordal, le criminel, le Landais, défendu bien sûr par Jakubowicz, l'avocat de la LICRA, manipulé par le CRIF, forcément il fait un malaise, il est hospitalisé. Et ce monsieur Tarek Ramadan, qui souffre de maladies graves, eh bien on l'emprisonne sans preuve. Il a une présomption d'innocence, mais il est quand même en prison. Mais par contre, Monsieur Polanski, Monsieur Lang, tout ça, ça se balade tranquillement. Ils sont toujours en poste. On a beau les incriminer, mais ils sont toujours blancs comme neige. Bien écoutez, moi je partage peut-être pas les idées de Monsieur Tarek Ramadan. Je les partage, je ne les partage pas. Je le soutiens dans cette épreuve. Voilà. Très bien, merci Nadera. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000, vous continuez en tout cas de nous appeler bien sûr pour réagir. C'est vrai que ça vous fait beaucoup réagir évidemment, et on peut comprendre évidemment pourquoi. Parce qu'il y a pas mal d'interrogations et pas mal de questions qui restent alors sans réponse, et on peut parler d'un véritable acharnement. Mais c'est flagrant en fait, c'est même pas, ils se cachent même plus, ils font même plus les choses comme si de rien n'était. C'est flagrant, il y a des droits élémentaires à pratiquer sur toute personne, quelle qu'elle soit, qui qu'elle soit. Et aujourd'hui, on n'applique pas ces mêmes droits, on n'applique pas ces droits à toutes les personnes. C'est inadmissible, en fait. Ouais. Encore une fois, il s'agit absolument pas d'être pro Ramadan. Non, parce que ceux qui vont écouter la radio se disent oui, ils défendent aveuglément Tarek Ramadan. Non, on défend l'injustice. Ouais. On défend l'injustice qui est pratiquée en fait. Je sais pas si ça se dit, on défend l'injustice. On défend la justice. Et on est contre l'injustice. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement. Non, c'est trop. Alors, on va passer au DLM dans un instant sur France Maghreb 2 au 01 40 33 9000, parce qu'on a décidé que pour préserver notre vivre ensemble, il était intéressant peut-être de s'engager et de faire des choses, parce que il est bien beau de dénoncer, mais il faut peut-être agir. Et du coup, on va sortir nos prescriptions, nos ordonnances que l'on va donner, nos mises en quarantaine également, s'il le faut, pour tenter de soigner certaines personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous, messieurs dames, parce que ils sont mal, ils ont mal dans leur peau, peut-être dans leur vie, je sais pas, ils ont des problèmes. Du coup, ils s'en prennent à des gens. D'où le déradicalisons les médias, le DLM sur France Maghreb 2. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Voilà, excellent jingle, hein. Excellent jingle. J'avoue. Voilà, je l'avoue. À mon mari, ça. Ah oui? Oui, les phrases anciennes là de Gabin, c'est ça? Oui, absolument. Ouais, voilà. Alors, celui que l'on a tenté de soigner depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, il a été élu vainqueur grâce à vous. Le cas qu'il fallait absolument s'occuper, c'est Mohamed Sifawi, Shir Sifawi, pour cette déclaration. Écoutez plutôt. Le voile est un problème. Je suis désolé qu'on soit victime du terrorisme ou pas, le voile est un problème. Et pourquoi? C'est un outil politique? Le voile est un symbole de l'infériorisation de la femme. Le voile est quelque chose qui, au-delà des personnes qui le portent, qui peuvent être par ailleurs très sympathiques, qui le portent consciemment ou pas. Ah, ou pas? Ou pas, consciemment ou pas. C'est difficile de vous mettre dans leur tête, non? Il y a des femmes qui le portent par mimétisme. Et d'autres par liberté? Il y a des femmes qui... Oui, mais combien même? Combien même? La liberté, si vous voulez, qui va banaliser dans l'espace public un vêtement qui symbolise quelque chose de très particulier, en l'occurrence le caractère inférieur supposé de la femme à l'homme,
n'est pas quelque chose que j'accepte de banaliser, d'une part. D'autre part, mon modeste parcours m'a appris que là où il y a la banalisation du voile, il y a la banalisation du corpus. Mohamed Sifawi. Le corpus, non, attendez, le corpus. Pour les téléspectateurs, je précise qu'on parle du voile. Moi, je vous pose une question simple. Latifa Benziaten, qui porte des valeurs, je crois que vous le reconnaissez, de paix, me semble-t-il, on a déjà assisté. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous remettez en cause son combat? Moi, j'en sais rien. Ce n'est pas parce que là, je le dis. Vous pratiquez les mêmes méthodes. Absolument pas. Ce n'est pas parce que on est victime du terrorisme. Vous pensez que cette femme fait de l'entrisme sur l'islam politique? Je n'ai pas utilisé ces termes. Je vous pose la question. J'utilise une terminologie très précise. Le voile qu'elle porte est incompatible avec les valeurs qu'elle dit défendre. D'une part, ce n'est pas le voile qu'elle porte est porté par l'idéologie qui a tué son propre fils. Deux, l'idéologie en l'occurrence celle des frères musulmans et celle du wahhabisme saoudien qui ont banalisé ou qui ont imposé que la femme soit à ce point inférieure, y compris par le vêtement à l'homme, et la même idéologie et le même corpus vous avez qui a fait tuer son fils. Ok. Police. Ok. Voilà, Mohamed Sifawi, vous l'avez compris, a besoin d'une belle ordonnance. Alors on va voir si cette ordonnance prescrise il y a maintenant quelques jours, depuis mercredi dernier en fait il a ce titre. Eh bien on va lui mettre face à face aujourd'hui une déclaration. On a ressorti là du lourd là. Céline Pina avec cette déclaration, écoutez, c'est court. Il est insupportable d'entendre aujourd'hui, il y a autant de définitions de voile qu'il y a de femmes qui le portent. Très bien, moi j'ai porté un brassard nazi, j'ai expliqué non, pas du tout. En fait c'est une croix qui signifie la destruction, mais moi je le fais dans un cadre tout à fait particulier. C'est pas vrai, tout le monde va comprendre 5 sur 5 le message reçu. Ça, c'est dit, c'est fait, Céline Pina. Face à Sifawi, c'est vous qui décidez à qui il va falloir prescrire une ordonnance de 24 heures, une mise en quarantaine, un cas d'urgence. Ça passe à la télé, ça. Radio, la télé. Voilà, alors, Maïssa, oui. Est-ce que on traite Sifawi, on continue de traiter Sifawi, ou est-ce qu'on s'intéresse à Céline Pina? Mais je pense que, en fait, si on continue comme ça à se focaliser sur le problème de Sifawi, je pense qu'il va toujours détrôner tout le monde. Donc, il va falloir passer à Céline Pina parce que Céline Pina parce que comparer quand même brassard nazi à un voile. C'est chaud, je pense que là on est dans du lourd là. On a ressorti du lourd, on a ressorti du très lourd parce qu'on s'est dit quand même cher Sifawi, il va quand même parce qu'il va manger lui les titres, il va repasser plusieurs fois, il va faire de la désintox lui. Donc Céline Pina pour toi? Ah ouais, pour moi Céline Pina. 01 40 33 9000, à vous de départager Sifawi ou Céline Pina, à qui on doit prescrire une ordonnance de 24 heures, une mise en quarantaine. 01 40 33 9000, c'est vous qui décidez et c'est vous qui avez finalement le dernier mot parce que vous êtes les rois et les reines et les rois. Donc du coup, c'est vous qui allez décider le cas qui reviendra demain dans le DLM, déradicalisons les médias. Bien entendu, c'est de l'humour que l'on fait au quotidien. Donc voilà, aucune crainte, il n'y a rien de sérieux, c'est pour tenter de préserver notre vivre ensemble auquel on tient tous quand même. Ah oui. Hein? Ah bah oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel? Ahmed de Paris. Alors Ahmed, est-ce qu'on soigne Sifawi ou est-ce qu'on soigne Céline Pina, d'après toi? Moi, je pense que c'est Sifawi parce que quand même c'est quelqu'un de depuis longtemps. C'est un haineux de l'islam et des valeurs de l'islam. Il sait pas c'est quoi l'islam. Dire que le voile il est imposé par le wahhabisme, c'est très 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 grave. Merci à toi en tout cas pour ton appel. Alors qui va départager entre Maïssa et notre auditeur Céline Pina ou Sifawi? 01 40 33 9000, à vous de nous le dire maintenant en nous appelant. 01 40 33 9000, c'est vous qui décidez. Celui qui va avoir une belle ordonnance, je peux vous assurer qu'il va passer une bonne 24 heures. On va s'occuper bien de lui, hein, comme ça n'existe quasiment pas dans les hôpitaux en France, hein. Pour avoir de la famille d'ailleurs en ce moment dans les hôpitaux, c'est absolument une catastrophe, hein, je tiens à le dire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir. Alors Sifawi ou Céline Pina? Ah ben Sifawi, vous savez pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Sifawi déjà, il est arabe. Ouais. Il fait du mal à la communauté. Et en plus, il est musulman. Non, pas trop, en fait. Hein. Enfin, il est musulman. Il est arabe, oui, mais... C'est autre chose. Plus trop, quoi.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui, je comprends. Du mal. Oui, Voilà. qui peut faire plus du mal parce que ça vient justement de l'intérieur. Merci beaucoup en tout cas. Exactement. Et c'est pour ça que je vous ai, Christophe, c'est les gens de notre communauté qui nous font encore plus Ah bah évidemment. que les autres. Évidemment. Merci beaucoup. Du coup, celui à qui, dites donc, je pense que si avec ça il s'en sort pas, je sais pas ce qu'il va falloir faire, mesdames, messieurs. Ouais. Celui à qui on va prescrire une ordonnance supplémentaire de 24 heures, s'appelle donc Mohamed Sifawi. Eh bien, on s'occupe de lui et on le remettra en compétition demain. Face à qui? Eh bien, vous le saurez en nous écoutant demain, bien sûr, sur France Maghreb 2. Eh bien, applaudissements quand même. Voilà, bravo. Bravo. Déradicalisons les médias, ça revient demain évidemment sur France Maghreb 2. Soyez évidemment au rendez-vous, bien entendu. Alors je vous en parlais tout à l'heure, ma chère Maïssa, auditrice, auditeur, le BDS, qui est le boycott des investissements sanctions, qui agit contre la politique israélienne à l'égard des Palestiniens, a été officiellement nommé début février pour le prix Nobel de la paix 2018. Dans sa déclaration officielle reproduite sur le site de BDS, le député norvégien, un député norvégien, à l'origine de la nomination, considère celle-ci comme un signe puissant qui démontre à la communauté internationale qu'elle est engagée envers le soutien d'une paix juste au Moyen-Orient. Depuis sa création en 2005, ce mouvement pacifique international, selon les mots d'ailleurs de l'élu norvégien, leader du parti extrême gauche au Norvège, je ne me risquerai pas à prononcer son nom de peur de l'écorcher, cherche à combattre les multiples violations des droits des Palestiniens commises par l'État d'israélien, commises au travers de différentes actions, et notamment une action qu'il souhaite mettre en valeur, celle du boycott et de sanctions politiques, économiques ou encore culturelles de la puissance occupante, à l'image des actions entreprises donc contre l'Afrique du Sud, contre l'apartheid. Une organisation américaine, eh bien, a lancé également un appel à la communauté internationale pour soutenir la candidature de BDS pour ce comité. Un Nobel que nous sommes d'ailleurs très nombreux à travers le monde à être d'accord avec cette nomination. Donc nous pouvons prouver que le mouvement BDS soit reconnu pour son travail courageux et vital dans la défense des droits de l'homme. Est-ce que ça te paraît peut-être envisageable que le BDS obtienne le prix Nobel de la paix 2018? Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà. Bon. Soyons clairs, nets et précis. On sait bien que maintenant les prix Nobel, c'est pas du tout d'être une référence quand on voit que la présidente de Birmanie a été prix Nobel alors qu'elle connaissait le sort des Rohingyas. Donc c'est plus du tout une référence de paix, d'accord? Mais après je me dis que tu veux parler d'Aung San Suu Kyi? Ouais, c'est ça. J'arrive jamais à prononcer son nom. Même mon corps il veut pas le prononcer. Ah oui. Et mais tout ça pour dire que en fait finalement je pense que c'est cool en fait pour eux de se dire qu'ils sont probablement passible d'être des prix Nobel. Je pense que c'est bien quoi, c'est des efforts qui sont pas en vain, c'est quand même ils ont eu un point hein. Qu'on le veuille ou non, ils ont eu un point. Bah déjà ils se sont fait interdire de plein de trucs. Ouais. Donc à partir du moment j'ai l'impression où t'es boycotté toi-même, c'est quelque part en tant qu'association, c'est quelque part tu fais quelque chose qui dérange un petit peu. Donc qui dérange pas les plus mauvais, tu vois, les plus bons. Donc du coup je me dis c'est peut-être bon signe, mais après le gagner, qu'est-ce que ça va leur changer en vrai? Sincèrement Christophe. Ah bah ça aurait quand même une grande symbolique quand même. Mais bon. T'as vu les symboliques qui ont été précédemment ouais. de la paix, donc je sais plus si ça veut dire quelque chose, hein, sincèrement. Alors maintenant, nous en parlions évidemment depuis tout à l'heure. Vous attendez ce moment peut-être. Elle a fait une première déclaration la semaine dernière. C'est l'épouse de Tariq Ramadan qui jusqu'alors était restée silencieuse, loin de son mari. Tel est son choix et ça se ne discute pas d'ailleurs. Ça se respecte. Et étant donné les affaires, étant donné la particularité de l'affaire Tariq Ramadan, elle a choisi de sortir de son silence la semaine dernière dans une première vidéo et elle a reposté une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous propose de découvrir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'épouse de Tariq Ramadan qui s'exprime une nouvelle fois et qui lance cet appel. À tous ceux qui nous soutiennent, du fond du cœur, je les remercie. Je les remercie parce que c'est une épreuve très difficile et que ce soutien, pour moi, il vaut beaucoup. Je remercie aussi les gens qui ont pris la parole, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit d'une façon publique, pour que cette affaire soit traitée d'une façon impartiale et juste. J'aimerais ici rappeler très clairement qu'il faut, dans ces moments où il y a beaucoup d'émotions,
rester très calme, rester très pondéré, rester très mesuré dans ses propos. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui tient aussi au cœur de Tariq. Et je sais que ce sont des valeurs qu'il a toujours prônées et qui sont essentielles pour lui. Ma famille et moi, nous condamnons fermement toute insulte, tout propos haineux, toute menace qui sont adressées aux présumées victimes. Cette attitude va à l'encontre de tout ce que nous recherchons dans cette affaire, à savoir plus de sérénité, plus d'apaisement pour le bon déroulement de la procédure judiciaire. J'attends maintenant depuis presque 3 semaines. Malheureusement, vendredi, j'ai appris d'une façon officielle que notre demande de tout contact, que ce soit de visite ou que ce soit téléphonique, a été refusée par les juges. Évidemment, aucune raison ne nous a été apportée. C'est des décisions qui peuvent être en fait prises sans obligation d'explication. Donc nous restons sans information. Une expertise médicale a été demandée, malgré l'avis du médecin de la prison, qui lui a donné un certificat médical indiquant que l'état de santé de mon mari était incompatible avec le milieu carcéral. Il s'est trouvé que le juge a demandé une expertise médicale qui sera faite le 19. Et ensuite, le 22, il y aura une audience pour décider si mon mari reste ou pas en prison. Il doit y avoir malheureusement beaucoup de malades en prison qui seraient d'ailleurs plus à leur place dans un hôpital qu'en prison. C'est quelque chose qu'il faut déplorer. Dans le cas de mon mari en particulier, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il maintenant souffre de 2 maladies. Donc cette complexité en fait médicale m'inquiète énormément parce que justement je ne vois pas comment elle peut être prise en compte, et c'est d'ailleurs ce que nous a certifié le médecin de la prison. Je ne vois pas comment elle pourrait être prise complètement en compte en prison. Donc le médecin de la prison, comme je vous l'ai dit, indique très clairement que la prison n'est pas du tout adaptée pour sa condition médicale. Et il dit très précisément: ce patient présente 2 pathologies graves pour lesquelles il bénéficie d'un traitement quotidien. Depuis son arrivée, ce patient présente des douleurs insupportables des membres inférieurs avec des troubles sensitifs permanents. On a maintenant, à l'heure actuelle, 2 certificats de médecins, un en Angleterre, un en Suisse, qui tous les 2 nous disent que son état est préoccupant et qu'il ne peut pas bénéficier du traitement dont il a besoin en prison. Et d'un autre côté, on a le médecin de la prison qui lui aussi a fait un certificat qui va dans ce sens. Donc si maintenant on a un 4e expert qui va à l'encontre de ces décisions, j'ai tout lieu de me poser des questions. Et moi je vous rappelle une chose, c'est que Tariq a le droit à la présomption d'innocence. Donc déjà, même si mon mari n'était pas malade, il ne devrait pas rester en prison. Tariq a toujours défendu des idées de droit, des idées de justice. Il a toujours incité les citoyens à respecter l'état de droit, à respecter les lois du pays. Mais aujourd'hui, j'ai tout lieu de me questionner sur ce positionnement. Je veux dire, moi-même, je l'ai suivi, je l'ai toujours suivi dans ce raisonnement. Mais aujourd'hui, je me pose de vraies questions. Est-il traité équitablement? Est-il traité dignement? Quand on voit d'autres dossiers qui sont traités différemment, il a tout lieu de se poser des questions et se demander si derrière tout ça, il n'y a pas une vraie volonté politique à vouloir garder mon mari en prison, à l'isoler, parce que le droit de visite n'a pas lieu. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? À l'isoler d'une certaine façon et à le garder à l'abri pour que sa parole de justice ne soit plus entendue. C'était l'épouse de Tariq Ramadan. Les 2 vidéos d'ailleurs qu'elle a postées sont disponibles sur notre Facebook France Maghreb 2, donc n'hésitez pas. Voilà, pour première réaction peut-être sur ce que tu viens d'entendre, Maïssa, sur l'épouse de Tariq Ramadan. Bah écoute, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est douloureux en fait d'entendre ça, parce que clairement, je sais que je me répète, mais c'est encore une fois le fait qu'on ne respecte pas les lois, qu'on ne respecte pas les droits, que là clairement il y a un 2 poids 2 mesures, malgré le fait que ça soit médiatisé, parce que mine de rien, le fait que ça soit médiatisé, bah normalement c'est tellement flagrant que ça ne devrait pas être fait de manière aussi exubérante, d'accord? Parce que là clairement, on est en train de montrer que Tariq Ramadan ce n'est pas un être humain comme les autres, et du coup on ne lui donne pas tous les droits auxquels il est censé avoir, qu'il est censé avoir.
Et ça franchement, j'ai vraiment mal au cœur pour sa femme, quoi, parce que c'est douloureux. Voilà. En tout cas, vous pourrez réagir dans un instant dans le cadre de Libertad, bien sûr. Je vous rappelle également la question du jour à propos du Yémen et de cette guerre oubliée en France. Pourtant, sa responsabilité est lourde dans ce conflit sanglant via la vente d'armes réalisée à la coalition saoudienne. La France est-elle complice selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez donc sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. N'hésitez pas bien sûr à répondre à la question. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à participer à ce sondage et pour l'instant évidemment sans nul doute une grosse majorité de oui, la France est selon vous complice. Vous continuez en tout cas de voter sur Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Allez, on va passer avant Libertad au coup de cœur de Maïssa Leroy qui est un coup de cœur musical. Maïssa, alors, vas-y, on t'écoute pour ton coup de cœur. Ah, ok, je balance, ok, attends. Ouais. fallait me dire ça parce que. Bah oui, non, mais attends, voilà. Alors, attends, j'y vais tout de suite. Le coup de cœur musical de Maïssa Leroy, c'est qui, c'est quoi? Alors, c'est un groupe de musique. De toute façon, je vais en parler avant de lancer la vidéo. C'est un groupe de musique que j'apprécie énormément parce que ce sont des jeunes dont la moyenne d'âge est de 25 ans et qui reprennent tous les classiques andalous, algérois, etc. Et en fait, ce sont des frères et sœurs qui, d'une passion commune, ont complémentarisé leur talent et ça donne vraiment quelque chose de topissime. Et le groupe s'appelle Antique Music. Alors Antique, tu sais, quand t'es à Alger, tu dis à quelqu'un ouais comment ça va, il dit Antique. Alors ils ont joué sur le jeu de mots. Il y avait un groupe de rap qui s'appelait Antique à l'époque. Ah je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, donc Antique et en même temps il y a le côté authentique. D'accord? Et il y a le côté antique. Tu vois, ils ont joué un peu sur les jeux de mots et je trouve que franchement pour des passionnés, ils se débrouillent très 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 bien. Donc ils vont dans des hôpitaux pour les enfants, ils vont franchement ils font vraiment un truc sympa et je trouve ça cool en fait que le patrimoine soit à ce point-là préservé par des jeunes en fait, des passionnés. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais mettre un extrait. J'espère qu'on va bien l'entendre. Ouais. Et voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on partagera d'ailleurs sur la page de Christophe Le Grand Forum le coup de cœur de Maïssa Leroy côté musique. Voilà, tout à l'heure bien sûr, vous pourrez redécouvrir ça si vous êtes amateur de musique algéroise. Ouais. Hein? Ouais. Oui, algéroise. Ouais. Merci d'être avec nous, c'est Libertad. Oui, on a quelques minutes, c'est maintenant l'heure de nous appeler 01 40 33 9000. Eh bien, l'actualité vous fait réagir ou autre chose d'ailleurs. Vous voulez passer un bonjour, une déclaration d'amour, je ne sais pas. Bref, ce que vous voulez, c'est Libertad. Profitez-en, faites-vous plaisir. Un numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir, c'est Albo de Metz. Oui, bonsoir, bienvenue à vous, on vous écoute. Oui, bonsoir. Donc il faudrait quand même soutenir l'organisation BDS pour la prix Nobel. Oui. Même si ça n'a pas beaucoup d'importance aux yeux de votre invité Maïssa, il faudrait quand même soutenir. Parce elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Elle a juste dit, et à juste titre comme moi d'ailleurs, qu'on imagine mal qu'il puisse l'obtenir. Voilà. Oui. Même si on ne l'obtient pas, le fait qu'ils vont être nommés, enfin qu'ils vont être, que tout le monde va entendre parler de ce mouvement-là. Et donc du coup, voilà, ça va donner une petite récompense à tous ceux qui militent pour ça. Très bien. Eh bien, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Non, mais évidemment que tu soutiens BDS. Hein, ah, bien évidemment. Non, mais je sais pas, on sait jamais. Oui, non, à fond. Mais notre auditeur là a mis le doute là sur le coup. Donc voilà, 01 40 33 9000, t'as le droit de pas le soutenir aussi. Hein, non, franchement, je les soutiens et en plus, j'avais même à l'époque à ma pharmacie lancé un truc contre Teva parce que il nous avait incité à boycotter, etc. Ouais. Et sincèrement, depuis, mon pharmacien a arrêté de commander les produits Teva. Et ben voilà. Comme quoi ça paye. Donc, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Abdelhakim de Courbevoie. Salut Abdelhakim. Comment ça va, Abdelhakim? Ça va et vous? Bah ouais, on t'écoute Abdelhakim, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste apporter mon soutien à Dieudonné, ouais. qui s'est fait une fois de plus, qui est la cible de l'État, qui partait à la Réunion et il s'est fait arrêter. Ouais, en fait c'est fait arrêter par la police des frontières, la police aux frontières et qui ensuite a été relâché 2 heures ou 3 heures après. Ouais. Voilà, je voulais apporter mon soutien à Dieudonné dans son combat.
À très vite Abdelhakim, c'est ton avis, merci à toi. Je sais pas ce qu'en pense la communauté, mais voilà. Ouais, bah déjà, ce qu'en penses toi déjà, voilà. Hein. Merci à toi en tout cas Abdelhakim. 01 40 33 9 000, chacun s'exprime voilà, selon ce ressenti. Il n'y a aucun problème, c'est votre avis que nous écoutons dans cette émission. 01 40 33 9 000, vous nous appelez bien sûr Libertad, un exercice que j'aime beaucoup dans cette émission, de liberté à l'état pur, oui, comme on n'en fait plus à la radio, dans les médias. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Samir, bah là, je crois que je suis à Pontin, ouais. Je suis à Pontin. Bonsoir, c'est comment ton prénom? Amir? Samir. Ah, Samir, on t'écoute Samir. En fait, moi, j'appelle parce que je soutiens Saif Kadhafi. Ouais. Voilà. D'accord. Pour le soutenir, j'espère qu'il va revenir. Il va reprendre le contrôle. Et je soutiens Tariq Ramadan qu'il ait une justice équitable, comme tout le monde. Mais par contre, il s'est servi des rumeurs d'Al Jazeera, du Qatar, de l'OTAN, pour diaboliser le régime de Kadhafi. Il l'a diabolisé. Il s'en est servi, maintenant les rumeurs sont en train de le toucher. Est-ce que c'est la volonté d'Allah ou est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, moi, je préfère sortir pour le Yémen. Vous avez dit tout à l'heure que la France est complice par rapport au Yémen. Non, j'ai pas dit, hein. Je pose la question, attention, c'est pas la même chose. Je pose la question. La France est-elle complice selon vous? Non, mais on est les premiers complices. Comme pour la Libye, on est les premiers complices de ce qui s'est passé. On est sorti. Quelqu'un est sorti. Il faudrait faire un sujet, en fait, les imams de l'OTAN, ou les imams de palais, les imams de l'OTAN. On s'est fait bluffer par soi-disant des penseurs, ou des sages, ou des imams, ou des soi-disant théologiens, juste parce qu'ils disaient « Qal Allah », ils commençaient à nous sortir que des hadiths, et on a oublié ce qui est la logique, ce qui est la justice, parce que le régime de Kadhafi n'a jamais interdit à Tariq Ramadan, ou à qui que ce soit, au Hassani Hussein, lui aussi d'ailleurs, il leur a jamais interdit de venir voir de leurs yeux. On avait beau leur dire, allez-y, regardez, c'est les mercenaires de l'OTAN, comme il les a appelés Kadhafi, c'était des rats. Donc maintenant, Tariq Ramadan qui fait la victime ou quoi que ce soit, soutenez-le, peut-être. Mais voilà, ils sont en train de payer. Et moi, je suis content que tous ceux qui ont soutenu l'OTAN, surtout les nôtres, qui ont soutenu l'OTAN, les mensonges de l'OTAN, ils ont propagé les rumeurs. Tariq Ramadan, il passait sur ITL juste derrière BHL pour dire la même chose. Moi, je me disputais avec les miens parce qu'ils me disaient, mais arrête, Tariq Ramadan, il peut pas mentir. Possible. Ouais. 5 ans après, 7 ans après, les gens ils disent, ouais, il a fait une erreur. C'est pas une erreur. Merci Samir. Et en plus, Samir, on a bien compris. Samir. Comment voulez-vous que je soutiens l'ex-conseiller de Tony Blair, qui est un criminel de guerre? C'est pas possible pour moi de soutenir ça. Autant je peux soutenir qu'il ait une justice équitable, autant je peux pas soutenir un mec qui a... Tariq Ramadan, ex-conseiller de Tony Blair? Bah oui, il était ex-conseiller de Tony Blair. Vous me sortez ça d'où? C'est pas une surprise. Non mais je sais pas, moi je suis surpris moi. Bon, bah écoute, j'en apprends tous les jours. Par vous-même, je peux pas, honnêtement, je peux pas soutenir ça. Bon, merci, on a bien compris. Je soutiens qui mérite la même, le même, comment vous avez dit, une justice impartiale. Merci Samir. À bientôt. Voilà, je vérifierai quand même parce que ça m'étonne ce genre de truc, mais voilà, je t'accuse pas de nous dire des saloperies, mais ça m'étonne vraiment, même vraiment beaucoup. 01 40 33 9 000, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Rachid de Metz. Salut Rachid de Metz, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un grand bonjour à tout le monde. Donc, c'est pour la campagne BDS. Donc, oui. J'aimerais donner mon avis perso. Au-delà de la campagne BDS, ce serait sympa que à la radio, déjà que vous faites pas mal de choses, que vous parliez un petit peu de toutes ces grandes multinationales et des différents liens qu'il peut y avoir entre ces multinationales au sens large et différents intérêts au niveau international. Voilà ce que je voulais dire. Merci, c'est dit. Merci Rachid. Bonne continuation, merci. Pareillement. Merci beaucoup. Merci mon gars, à bientôt. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 jusque encore quelques minutes là pour Libertad. 01 40 33 9000, ça sonne de partout. Bonsoir. Ah, oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Allô? Ok, salut, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Nora de Paris. Qu'est-ce qui se passe, Nora? On t'écoute. Bah non, c'était juste par rapport à Tariq Ramadan. Enfin bon, je vais pas aller dire que je le soutiens, mais je trouve que bon, on doit quand même. Il a droit à la présomption d'innocence et. Ouais.
Voilà, mais bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça, la justice, voilà. C'est censé être son Merci travail. Nora. Ouais. Voilà, c'est merci entendu. beaucoup, Salut à toi. Allez, une petite dernière ou un petit dernier pour la route pour ce soir. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour Libertad dans ce lundi après-midi. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, Salim de Paris. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'appelais par rapport à l'intervention, je crois, du frère qui s'appelle Samir, concernant le rôle de Tariq Ramadan. Ouais. Et voilà, le rôle qu'il a joué au sein du gouvernement Tony Blair. Donc déjà, pour ton info, je te confirme, il a bien été conseiller de Tony Blair. Ah voilà, bon, d'accord, ok. Donc, j'ignorais, tu vois. Ouais. Cela dit, je suis pas tout à fait d'accord avec cet intervenant, dans la mesure où on est toujours là à condamner les rôles des uns et des autres sans savoir quelles sont les intentions derrière. Ouais. Donc, Samir, est-ce qu'il était autour de la table avec Tariq Ramadan pour savoir en quoi il conseillait Tony Blair? Ouais. Je ne pense pas. Donc il avait peut-être des intentions qui étaient tout à fait légitimes et qui au contraire allaient contre, voilà, dans le sens de la communauté, contre certaines choses que nous condamnons de notre côté, la guerre en Irak, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que c'est très simple, il suffit d'exprimer son désaccord en politique ou sur les plateaux TV pour servir la communauté. Sauf que c'est pas comme ça. Ça se passe. Si on dit clairement les choses, on exprime systématiquement son désaccord, ben on est banni des plateaux TV et donc du coup on n'a plus de tribune pour s'exprimer. Merci pour votre appel en tout cas. Vous avez pu vous exprimer en long ou en large ce soir sur cette affaire, sur ces affaires. On y reviendra bien sûr s'il le faut. Demain entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Passez une excellente soirée. Merci Maïssa. Avec plaisir Christophe. Merci à tous. Et à très très vite, j'espère au plus vite. Maïssa Leroy sur France Maghreb 2 dans un instant. Medjed sur France Maghreb 2 18h. Ah bah pour une fois je rends l'antenne à l'heure. Ah oui. Ça mérite d'être signalé quand même. C'est vrai. Le flash de 18h c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Un professeur d'un lycée privé de Senlis dans l'Oise a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 3 élèves. L'homme âgé de moins de 30 ans, enseignant au lycée Saint-Vincent à Senlis, a été mis en examen pour des faits commis en 2015 sur une élève majeure. Il est aussi visé par une mise en examen pour viol par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions pour des faits commis sur une élève âgée de plus de 15 ans. Pour favoriser l'intégration des immigrés, un député de La République En Marche remet son rapport ce soir au gouvernement. Un rapport qui doit venir étoffer le projet de loi Asile et Immigration. Projet de loi qui sera dévoilé cette semaine. Parmi les propositions, davantage de cours de français, l'équivalence des diplômes ou encore permettre aux demandeurs d'asile de pouvoir travailler plus facilement. Il n'y aura pas d'enquête interne dans l'école de commerce de Lyon après les fuites sur les propos chocs de Laurent Wauquiez. Le président de l'établissement regrette en revanche ce qu'a pu dire le patron des Républicains devant ses élèves. Le cours, qui devait être apolitique, est devenu une tribune politique désespérante. Voilà ce que dit Bruno Bonnel, qui est par ailleurs député de La République En Marche. La Cour pénale centrale de Bagdad a ordonné l'expulsion de la djihadiste française Mélina Bouguedir. La Cour venait de la condamner à 7 mois de prison pour entrée illégale en Irak, mais l'a remise en liberté, sa peine étant couverte par sa détention préventive. Le régime syrien a tué 44 personnes, essentiellement des civils, selon l'OSDH, dans des bombardements sur la route après Damas. De nouvelles frappes et un renforcement des troupes autour de l'enclave rebelle, qui laisse penser qu'un assaut de l'armée d'Al-Assad est imminent. Les Jeux Olympiques et les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont pris la 2e place de la danse sur glace après le programme court. Derrière leurs rivaux numéro 1, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.